9 novembre 1989. Le mur de Berlin s'effondre. Dans la partie est de la capitale allemande, il règne un mélange de liesse et d'angoisse. La nouvelle direction du Parti communiste, le SED, qui va bientôt devenir le PDS, tente vainement de reprendre la situation en main en tenant un discours qui se veut réformateur. Le 12 novembre, l'un de ces nouveaux dirigeants réformateurs, qui a pourtant été le grand patron des services secrets peu avant la crise et dont les traits du visage furent longtemps un secret opérationnel, le général Markus Wolf prend la parole et dénonce les errements du passé. Il salue la nouvelle démocratie et souhaite l'entrée de la RDA dans l'Union européenne. Il ne parlera pas bien longtemps, car ses appels à la raison vont vite être couverts par des cris de « Stasi raus », dehors la police politique. Ce sera donc sa première et sa dernière intervention publique. Bientôt, Markus Wolf disparaît dans le déluge qui emporte non seulement la RDA, mais bien vite tout le pacte de Varsovie et 2 ans plus tard, l'Union soviétique elle-même. Et pourtant, le paisible retraité de Berlin-Centre, qui écrit des souvenirs soigneusement distillés, garde encore, scellés dans sa seule mémoire, les détails cruciaux des manœuvres, pressions et complots qui ont directement conduit à la chute du mur. Avant que peut-être il ne nous livre entièrement au soir de sa vie le récit circonstancié de ses aventures, nous pouvons néanmoins déjà nous y préparer en mettant bout à bout tout ce que nous savons de cette histoire fascinante et complexe. Et tout d'abord, de la situation très particulière de la RDA à partir de 1985, date de l'avènement de Gorbatchev. L'Allemagne de l'Est, née en 1949, avait longtemps été l'enfant mal-aimé de l'Empire soviétique. À plusieurs reprises, les dirigeants soviétiques avaient envisagé de la rendre progressivement à la République fédérale en échange d'une neutralisation complète de cette dernière. Ces fâcheuses expériences d'abandon programmé avaient fait des dirigeants est-allemands des opposants farouches à toute libéralisation du camp socialiste. Tout réformateur soviétique était tenu par eux pour un danger, et à juste titre, car tout réformateur soviétique chercherait nécessairement à se rapprocher des Européens pour mettre un terme à la guerre froide, et ceci, non moins nécessairement, ne pouvait que retentir très vite sur le statut de Berlin et de la RDA tout entière. Aussi, Erich Honecker, le secrétaire général du SED, le Parti communiste est-allemand, ne tarde-t-il pas à s'alarmer d'une perestroïka soviétique qui, appliquée à son pays, lui semble un danger mortel. Ainsi, à une réunion de cadres du parti au printemps 1988, il s'exclame « Grâce à Dieu, malgré la perestroïka, l'Union soviétique demeure une grande puissance. » Et il réaffirme qu'en raison de sa bonne santé économique, l'Allemagne de l'Est n'a pas besoin de réforme. Les 17 millions d'administrés d'Erich Honecker le laissent dire et regardent médusés tous les soirs à la télévision ouest-allemande, présente dans tous les foyers les nouvelles images de l'Union soviétique gorbatchevienne. Pour la première fois de la longue histoire de leur occupation de l'Allemagne de l'Est, les soviétiques y deviennent authentiquement populaires. C'est ici qu'un homme de l'ombre, Markus Wolf, rentre en scène et parvient à déstabiliser ce pouvoir, semble-t-il inébranlable. Pourquoi lui? Comment se fait-il que l'attaque vienne d'un chef des services secrets? Markus Wolf est de loin le plus romanesque de tous les grands espions de l'Empire soviétique. Son père, Friedrich Wolf, écrivain de théâtre, médecin homéopathe, exhibitionniste fuligineux et coureur de jupons inlassables, fut l'un des principaux intellectuels juifs du Parti communiste sous Weimar. Émigré en Union soviétique, il y poursuit sans grand dommage sa vie de patachon, avant de devenir, après 1949, ambassadeur de la RDA. Le jeune Markus mène une vie plus dure. Arrivé à l'âge de 12 ans à Moscou, il fait l'épreuve de l'Union soviétique stalinienne avant d'être mobilisé dans l'armée rouge. Rentré à Berlin en 1945, il travaille rapidement pour la section allemande du KGB. Son travail est jugé si remarquable par le chef des services secrets soviétiques, Beria lui-même, qu'il parvient à imposer le jeune Wolf comme chef de la direction principale du renseignement, la HVA, de la zone soviétique devenue en 1949 République démocratique allemande. Cette centrale d'espionnage, d'abord purement soviétique, est intégrée en 1951 dans la sécurité d'État est-allemande, la Stasi, mais toujours avec un rattachement direct à Moscou. Et ce lien organique de Wolf avec Moscou lui servira puissamment
à se rendre indépendant de ses chefs nominaux est-allemands successifs. Il est vrai que seul de tous les services de l'Est, la HVA est en mesure d'infiltrer en Allemagne de l'Ouest des agents qui parlent la même langue, partagent la même culture et ont la même sensibilité que leurs cibles. Au total, Markus Wolf passera bientôt pour l'as des as au Kremlin et à la Loubianka. Il survivra ainsi à toutes les purges de la Stasi. Aussi, lorsque le système brejnevien explose en Union soviétique, Wolf, de son côté, perd-il patience face au régime de Honecker, dont il est devenu de plus en plus critique, croyant trop tôt pouvoir bénéficier une nouvelle fois de l'aide du chef de l'Union soviétique, qui n'est autre que son ancien patron du KGB, Yuri Andropov, dont il était le poulain. Wolf préfère donc se retirer et, chose inouïe, il obtient un congé pour se consacrer à des projets personnels. En 1982, Andropov était assez fort pour le protéger sur un plan individuel, mais pas sur un plan politique. Wolf profitera de cet entre-deux pour livrer de main de maître son dernier combat. Comment ? Jusqu'alors, Markus Wolf avait transformé la réalité comme si elle était un roman. Faire avorter à Berlin-Est la secrétaire enceinte des œuvres d'un politicien ultra-catholique bavarois, envoyer des Roméos de l'Est dans les jupes des dactylos célibataires endurcis de l'OTAN, etc. Il passe désormais à l'exercice inverse. Écrire des romans pour transformer la réalité. Fin 1987, paraît à Berlin-Est, dans le climat de semi-permissivité que favorise tout de même la perestroïka, une œuvre de mémorialiste qui fait presque figure de fiction, signée du plus célèbre espion de l'Est, Markus Wolf. Le livre s'intitule « La Troïka » et relate l'adolescence heureuse puis déchirante de trois inséparables de l'école allemande de Moscou, deux jeunes juifs, Markus Wolf et l'américain Jimmy Fisher, et un fils de militant ouvrier berlinois, Wolfgang, dont le père sera arrêté et fusillé en 1937 par Staline. Génie de Markus Wolf, il laisse entendre que sa propre carrière de maître espion fait partie du même gâchis que celle de ses deux frères d'élection. Stalinisme et son cortège de crimes, guerre froide. Cette tragédie aurait dû, si on le lit bien, ne jamais se produire. Best-seller instantané, la parution de la Troïka, qui n'est en fait rien d'autre qu'une critique furibonde du régime est-allemand, permet ainsi à Markus Wolf de faire une tournée de conférences lectures publiques très suivies dans toute la RDA, qui chaque fois se termine par des éloges bien sentis de la perestroïka de Gorbatchev, qui sont de véritables appels à la révolte. Mais au-delà de cette offensive littéraire de Markus Wolf, rendue intouchable par ses soutiens à Moscou, y a-t-il eu un plan de déstabilisation de l'ensemble de l'Europe de l'Est, élaboré dès 1988 par les soviétiques et conduisant à la chute du mur, dont Markus Wolf était une pièce importante. Il est un peu tôt pour tout reconstituer, mais on peut d'ores et déjà avancer des faits concordants. En septembre 1988, Gorbatchev a pris le contrôle enfin du KGB en éloignant son chef, Viktor Chebrikov, grand protecteur de Honecker et de Milke, le chef de la Stasi, pour le remplacer par Vladimir Kriouchkov, l'ancien bras droit d'Andropov et à cette époque tout du moins, l'allié de Gorbatchev, un grand ami de Wolf en tout cas. Dès le printemps 1989, Kriouchkov entreprend un voyage secret en RDA où il rencontre certaines personnalités du pays, telles que le physicien Manfred von Ardenne, le von Braun de l'Est, qu'il sonde sur la possibilité d'un nouveau gouvernement ouvert à des personnalités de l'économie et de la culture. Markus Wolf y est cité nommément comme ministre des Affaires étrangères. De même, ce sont encore les soviétiques, depuis l'ambassade gigantesque qui leur sert de tour de contrôle à Berlin-Est, qui font circuler le nom du secrétaire du parti à Dresde, Hans Modrow, réputé plus libéral, comme successeur virtuel. Et c'est toujours fin 88, début 89, qu'un agent de la Stasi, Ibrahim Böhm, constitue une section est-allemande du Parti social-démocrate SPD, en prévision d'une libéralisation du régime. La suite est connue. Exode des jeunes Allemands de l'Est en septembre 89, par la frontière austro-hongroise, chute du régime Honecker le 18 octobre, et installation d'une direction d'urgence autour d'Egon-Krenz. Amplification sans précédent de la vague de manifestations que le nouveau régime n'ose pas réprimer à Dresde, à Leipzig et bientôt à Berlin. Enfin, le 9 novembre, le mur s'effondre. Ainsi,
Bien que le camp soviétique ait donné l'impression de subir les événements de 1989 qui scellent sa propre fin, Moscou n'est pas en réalité resté passif dans le déroulement de cette crise. C'est au cœur d'une manœuvre politique de déstabilisation de grande ampleur de tous ses adversaires à l'Est que Gorbatchev, qui n'en avait pas mesuré les risques, a provoqué une réaction en chaîne qu'il ne maîtrisera plus. Wolf, balayé comme tout le monde par ce déluge, se réfugie à Moscou jusqu'en 91, puis rentre en Allemagne où il évitera tout de même la condamnation sans avoir livré le moindre de ses agents. Markus Wolf n'avait rien pour être l'homme par qui le mur s'écroulerait. Et puis si, tout de même. Entré dans le KGB pour y combattre les nazis et leurs amis de l'Ouest, il n'avait plus envie de devenir, sous les ordres de la brute antisémite qu'était Erich Mielke, son chef, le protecteur des terroristes de la bande Abadher et de leurs amis palestiniens qui prenaient pour cible préférée les quelques juifs qui restaient à l'Allemagne. Le contrat avait été modifié en son absence. Il faut comprendre que pour cette raison impérieuse, Markus Wolf est aujourd'hui, malgré toute sa nostalgie, un homme heureux. Heureux parce que libre, comme tous les Allemands, depuis 1989.